Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce samedi 14 octobre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto. On va faire un point hebdomadaire, et oui, ce ne sera pas la vidéo sur le narratif Bitcoin, ça ce sera demain à 8h30. Pourquoi? Parce que la SEC ne fera pas appel de la décision de justice concernant Grayscale. Et ça c'est important, il y a beaucoup de modifications par rapport à ce qu'on s'était dit, et surtout beaucoup de choses qui se disent actuellement sur Twitter, sur les commentaires, et je pense que c'est important de faire un point sur tout ça, et on commence tout de suite. Et je vous rappelle que vous avez le parcours pédagogique qui est à disposition gratuitement, qui est une formation de plus de 60 heures, 130 vidéos, 400 pages de guide pour vous apprendre la crypto, la blockchain, le trading, l'analyse technique, l'investissement à travers des vidéos, des tests, tout pour pouvoir progresser. C'est disponible gratuitement si vous faites financer par notre partenaire. Tout est en description et en commentaire. On va commencer par rappeler exactement ce qu'est GBTC. Donc GBTC, c'est le trust de Grayscale, dans lequel il y a 600 000 BTC. Les personnes achètent des parts de ce trust, dans lequel Grayscale va acheter des BTC, mais derrière, si je veux me débarrasser de ma part, je dois la vendre à quelqu'un, je ne peux pas la dissoudre pour exécuter en fait une vente des BTC, c'est impossible. Et justement, le problème de GBTC, c'est qu'ils veulent passer en ETF, ou en tout cas un format qui est à peu près identique, qui permet justement cette modification-là. C'est-à-dire que si jamais je veux, je peux dissoudre mes parts, et donc les BTC vont être vendus derrière. Et ça permet d'éviter d'avoir un marché secondaire dans lequel on a des problématiques de liquidité, ou on a des problématiques de premium et de discount. Et ça, c'est vraiment important, et ils ont demandé plusieurs fois, depuis 3 ans, 2 ans et demi à peu près, de passer en ETF, et ça a toujours été refusé par la SEC, pour diverses raisons, et justement, GBTC, il y a moins de 6 mois, a attaqué la SEC en disant mais c'est pas possible, enfin voilà, les conditions de rejet que vous nous effectuez systématiquement, elles ne sont pas légitimes, et ça a été acté par le juge, comme quoi en effet elles ne sont pas légitimes, et justement, la SEC ne fera pas appel de cette décision de justice. C'est-à-dire qu'ils admettent le fait que, en effet, les refus qui ont été faits ne sont pas légitimes. Et ça, c'est très important par rapport à la position de la SEC et les impacts que l'on va avoir sur l'ensemble des cryptos, et notamment l'ensemble des ETF BTC qui sont en train d'arriver, et on en a quand même une tripotée. Quand on regarde ici, on a ARK, on va avoir iShares, donc qui est BlackRock, on va avoir Bitwise, on va avoir VanEck, on va avoir Valkyrie, enfin globalement il y en a quand même beaucoup qui sont présents avec les dates qui sont présentes là. Alors je voudrais juste faire un petit point avant pour vous préciser un petit peu tout ce qui tourne sur Twitter et dans les commentaires. Non, ça ne veut pas dire que Grayscale est validé. Non, ça ne veut pas dire que la SEC est obligée de valider. Et ça, il faut vraiment prendre du recul parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur Twitter. Non, c'est faux. C'est juste que derrière, Grayscale va pouvoir redéposer un nouveau dossier dans lequel la SEC pourra derrière établir est-ce que oui ou non ils vont accepter cet ETF. Et c'est très important parce que ça veut dire que là on aura un refus ou un retardement qui peut être justifié autrement. Ne prenez pas la simplification de l'idée en disant que, bon, étant donné qu'ils ne font pas appel, ça veut dire qu'ils vont valider. Absolument pas ça. On est très très loin de ça. Ça veut simplement dire que Grayscale peut reproposer et donc re-rentrer dans un cycle où on peut faire un report, 2 reports, 3 reports, 4 reports, 5 reports, enfin en tout cas décision finale. Donc ça c'est relativement loin et dans tous les cas ils trouveront toujours des éléments forts pour pouvoir refuser s'ils souhaitent refuser. Et ça, il n'y a pas d'obligation à la validation, et c'est pour ça que derrière, quand on regarde au niveau du BTC, on a eu une petite accélération, mais globalement c'est retombé très très vite, parce que on sait très bien, derrière, malgré les communications que l'on voit actuellement, que ça n'a pas d'impact, et ça n'aura pas d'impact. Et justement, qu'est-ce qui va changer cette nouvelle, ça change quoi par rapport aux autres ETF? Globalement, absolument rien, c'est juste que Grayscale est maintenant au même niveau des autres ETF, dans lequel ils vont faire un nouveau dépôt. Ce nouveau dépôt va être étudié, dans lequel on a une première décision qui devrait être statuée courant janvier pour ARK et tout le reste, à savoir que ARK, ce sera la dernière décision, donc il y a de grandes chances que ce soit refusé. Si c'est refusé, qu'est-ce qui va se passer? ARK va modifier sa demande, va refaire une nouvelle demande, qui devrait arriver avec une validation potentiellement
en mars. Et encore, ce n'est pas dit que ce soit validé en mars, ça se trouve ça va être refusé la totalité en janvier pour que les personnes redéposent en prenant en considération les modifications demandées par la SEC, et on repart encore sur une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est un jeu qui peut durer longtemps, d'accord? Bon après, il est sûr et certain qu'à un moment donné, il y aura, comme on a pu le voir avec Grayscale, des poursuites pour, justement, clause de non-validation abusive, enfin, de refus abusif plutôt, et là-dessus, on aura une pression qui sera effectuée sur la SEC. Mais n'oubliez pas que la SEC, actuellement, a une politique anti-crypto, parce que, derrière, on a une administration qui est anti-crypto. Et ça pourrait être amené à changer avec les élections en 2024, et donc, certainement, on va traîner jusque-là, et c'est un petit peu l'idée que j'ai. Est-ce que je me dis qu'on va valider impérativement en mars? Je me dis, non, il n'y a pas d'obligation. Ça peut être une probabilité. Est-ce que ça va être le cas? Ouais, à voir. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que la SEC n'est pas prête à valider ça en l'état, et c'est sûr et certain que si en plus on arrive sur une schématique de récession, ou en tout cas de crise bancaire, ça n'arrivera pas qu'il y aura une validation des ETF. C'est sûr et certain, on ne donnera pas une porte de sortie à la liquidité en disant bah allez-y sur un actif qui est décentralisé. Non, ça ne fonctionnera pas, et c'est sûr et certain. Donc pour moi, il faut prendre un petit peu de recul. Ce n'est pas la super nouvelle, c'est une bonne nouvelle, mais qui ne change pas grand-chose, et je sais qu'on s'ennuie énormément en ce moment, avec un cours qui est relativement flat, avec des éléments de peur qui sont très forts, que ce soit avec la guerre, que ce soit avec tout simplement cette peur de récession américaine, bien que on a certains analystes qui se redynamisent en disant bon bah tout compte fait, le soft landing, on va peut-être y arriver, alors que il y a pas si longtemps, il y a 6 mois, les gens étaient tous en disant on va être dans un hard landing. Et c'est intéressant de voir que là tout le monde est en train de retourner sa chemise, donc on est dans une démarche qui est quand même dans une forme d'incertitude très compliquée, et justement cette incertitude, on la ressent encore plus quand on a des éléments endogènes à la crypto dans lesquels on a envie de se raccrocher. Il faut juste rester factuel, prendre du recul par rapport à ses émotions pour analyser factuellement ce qui est en train de se passer. Alors, clairement, on va revenir sur la clôture weekly, dans laquelle on a quand même pas mal de choses, somme toute, où on a eu une grosse accélération cette semaine, avec justement le SP500 dans lequel on est allé faire notre retest, et on a ravalé plus de 50% de la bougie, d'accord? Donc là, on a un premier signal pour nous dire que potentiellement on est dans une continuité baissière. Target toujours 4100, pour moi ça reste identique. On a clôturé au-dessus du RSI 50, ce qui est plutôt positif, hein. Je m'attendais à ce qu'on clôture en dessous, donc c'est-à-dire qu'on a une forme de résilience très forte, bien que on a bien l'envolée du pétrole qui est en train de se diriger dans une zone de retest. C'est important parce que on a eu ici la peur, la non-réaction du pétrole par rapport à les affrontements entre Israël et le Hamas, dans lequel, ici, on a eu quasiment pas de réaction, voire même une réaction baissière dans laquelle on a comblé le gap, et ensuite réaction haussière. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que, aussi, quand on a généralement des éléments qui sont aussi forts et aussi marquants dans la géopolitique, on a toujours un petit écart entre la réaction haussière ou pas. Et pour moi, l'écart, il va se jouer dans le retest. Est-ce qu'on va vraiment avoir un retest classique pour une continuité baissière? Ce que, personnellement, j'ai tendance à vous dire que je le souhaite, très sincèrement, et qu'on n'ait pas une cassure et une consolidation au-dessous, et si jamais on accélère, bon bah là on aura un signal qui sera plutôt pas bon, avec une accélération du cours pour aller retester les 105, voire même beaucoup plus haut, et là on aura certainement une politique d'inflation structurelle qui sera relativement forte. Par contre, si on est bien dans une forme de retest pour une continuité baissière, avec derrière une géopolitique qui reste en l'état, qui ne s'enflamme pas, dans lequel on a quand même une communication qui est très forte, hein, je veux dire, on a une volonté de créer une peur vraiment forte au niveau des différents éléments, que ce soit géopolitique, que ce soit économique, et justement, on se retrouve dans cette dynamique-là, donc il faut prendre du recul, et ne pas avoir peur de ce type de situation-là, et juste rester factuel sur ce que l'on voit. Donc pour moi, je pense que la semaine prochaine, on aura une réponse au niveau du pétrole, qui nous donnera une réponse aussi au niveau de l'inflation. Et forcément, ça va jouer sur cette fin d'année dans laquelle on a quand même une clôture weekly sur le CME, alors on va passer sur le CME tout de suite, qui est plutôt négatif ici, d'accord, dans lequel on a ravalé entièrement la bougie précédente, et on a clôturé en dessous de la bougie précédente, donc là on a vraiment un signe d'une continuité baissière pour aller retester les 25 000, là-dessus c'est quelque chose que je vous ai alerté déjà depuis un certain temps, donc pour moi on est toujours dans cette phase de gros range qui est entre 25 000, 30 000, 32 000, ça ne change pas, voire un petit peu plus bas, 31 000 avec ici des mèches de liquidité, mais là on va vraiment travailler les 25 000
quoi qu'il arrive. Si on prend un petit peu de recul encore, cette fois-ci en weekly, mais en mettant un indicateur qui s'appelle le Stock to Flow Rainbow Indicator. Alors ça, c'est un indicateur, pour ceux qui sont habitués déjà depuis le précédent cycle, qu'on revoit énormément. Le principe de cet indicateur, c'est la relation entre la génération de BTC et justement l'offre et la demande, d'accord? C'est-à-dire que l'offre est générée principalement par le minage, et donc le halving diminue par 2 l'offre de nouveaux bitcoins, d'accord? C'est pas l'offre générale à disposition, c'est l'offre de production, et derrière la demande, donc le nombre de personnes qui en veulent, et derrière, on va se retrouver dans une idée de représentation, ici mathématique, avec justement une ligne qui va être au milieu. Quand on arrive dans les parties hautes, généralement c'est le haut du cycle, dans les parties basses, c'est le bas du cycle. Et on a une représentation de couleurs, avec comme date, généralement, le halving. Quand on est ici dans ces dates-là, c'est qu'on s'éloigne de la date du halving, donc du prochain halving, et quand on arrive dans le rouge, c'est là où, généralement, on se rapproche du halving. Et quand on regarde un petit peu la situation où on se trouve, et c'est pour ça que j'aime bien cet indicateur, parce que ça évite de devoir systématiquement compter le nombre de jours où on est, très vite, on peut regarder la fractalité, en regardant, ok, bah là, je suis dans un début de rouge foncé, et on voit qu'on se dirige ici dans cette zone-là. La fractalité a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que on va avoir un avantage où on peut regarder dans les cycles où on se trouve, des inconvénients, c'est qu'en se disant, bon bah ok, j'ai quelques cycles, j'en ai pas suffisamment pour déterminer quelque chose de statistiquement viable. Mais par contre, ce qui est vraiment important pour moi, c'est que oui, les cycles, on n'a pas assez pour la partie mathématique. Par contre, en termes d'émotion, c'est identique. C'est-à-dire que dans les cycles, on a toujours ces phases d'euphorie, ces phases de dépression et ces phases de léthargie. Et c'est intéressant de voir à quel moment on se trouve, parce que ce sont des zones dans lesquelles on ressentait la même chose, et les personnes qui étaient dans ces époques-là ressentaient la même chose. Et donc forcément, les actions sont à peu près sensiblement identiques. Et si on va dans l'idée que la représentation du price action et la représentation des émotions des personnes qui agissent en fonction du cours, bah on est vraiment dans l'idée, ok, bah à ce moment-là, les personnes sont à peu près dans les mêmes réactions, dans les mêmes émotions, donc on peut supposer qu'on aura une réaction qui peut être à peu près identique. C'est pour ça que je vous dis, la fractalité, ça a un intérêt quand on la comprend et quand on analyse cette fractalité par rapport à l'émotion réellement de ce que l'on vit. Et clairement, ici on se retrouve bien dans cette démarche-là, où on a eu une phase d'accélération de rebond suite à une cassure baissière, exactement ce qu'on a eu là, sauf que là elle était beaucoup plus marquée, mais ça empêche que là on l'a eu ici, et une phase de léthargie qui est en train de se diriger vers une phase baissière, et c'est exactement cette peur que l'on a là, avec le support des 25 000, le support des 22 000, et je vous remets le CME, support qu'on reteste, zone de reload que l'on a depuis un certain temps entre 22 000 et 19 000. Et quand on regarde ça, cette bougie-là, cette bougie d'accélération, c'est la bougie qui a donné vraiment le momentum aussi très fort, dans lequel on a eu vraiment énormément de volume, et c'est une zone, ce qu'on appelle d'imbalance, donc c'est une zone de demande qui n'a pas été retestée, et à un moment donné, techniquement, on a tendance à aller retester très fortement ces parties-là. Et on est justement dans cette idée-là où on se dit, ok, bah la fractalité nous dit que potentiellement, oui, on peut avoir une accélération baissière. Alors là, c'était principalement le Covid, mais quand on regarde de base, on a toujours aussi une petite inclinaison baissière. Est-ce que l'inclinaison qu'on a fait là est suffisante? Peut-être pas. Est-ce qu'on pourrait aller plus bas? Oui, on pourrait aller chercher notamment cette zone de reload, dans lequel on a en plus un gap CME à aller combler. On est dans une compression ici, classique au niveau du RSI. Bon, bah, ça me confirme juste cette zone-là, juste avec déjà cette réflexion-là, sans parler de la notion de nouvelles qui arrivent, la notion d'impact psychologique que l'on peut avoir. Dans tous les cas, comprenez bien qu'on est maintenant dans un range, et ce n'est pas parce que on casserait ici ce range par le bas pour aller retester, que ça invaliderait l'action haussière que l'on a eue depuis début 2023, c'est juste une forme de retest, de restructuration, aller combler une partie d'imbalance, aller recharger dans une zone de volume important avant de repartir. C'est tout simplement le modèle de liquidité classique que l'on retrouve au niveau des cours. Et je terminerai sur deux choses. Première chose, ça va être le total market cap qui reprend la totalité des cryptos. On a, oui, une zone qui est en train de se diriger potentiellement vers une rupture baissière pour aller retester la partie d'imbalance qui se trouve ici, qui correspondrait aussi à ce qu'on a vu sur le BTC. On n'oublie pas qu'on a une dominance du BTC qui est repassée au-dessus de 50%, donc
c'est majoritairement poussé et porté par le BTC, mais quand je regarde autre chose qui est le Total 3, qui représente toutes les cryptos en dehors d'Ethereum et de BTC, qu'est-ce que je vois? Bon bah je vois quelque chose qui est quand même beaucoup moins bullish, avec une direction vers une rupture des lots précédents, et donc ici on pourra avoir des altcoins qui vont saigner très fortement, alors qu'on peut avoir une total market cap qui serait juste dans un retracement structuré classique et repartir. Donc pour moi on est dans une zone vraiment intéressante, parce que tout simplement on va avoir rapidement une réponse, ici quand on regarde, sur le maintien des 25 000, sur lequel on pourrait faire un rebond pour repartir dans le haut de range tranquillement et zoner dans cette partie-là, ou voire casser vraiment les 25 000, avec des nouvelles pas forcément positives, notamment sur l'SP500 et sur l'US Oil, dans lequel on entraînerait un retracement ici, Q1 2024, c'est exactement ce que je vous ai expliqué, déjà depuis un certain temps, avant de pouvoir faire une petite accumulation de coffres et repartir. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et nous, on se retrouve demain matin, 8h30, pour parler des narratifs sur BTC, parce que ça bouge beaucoup en termes de développement, le prix bouge pas, mais le développement bouge énormément, et on va se poser la question, est-ce que ça pourrait pas être le prochain narratif du prochain bull run, justement la construction des smart contracts et de tout ce qui se développe autour de BTC, est-ce que ça pourrait éclipser Ethereum ou non? La réponse c'est demain matin, 8h30.